Nous allons donc parler de 5 cas de management de projet par la chaîne critique. Aujourd'hui, j'avais cliqué. Après une brève introduction, nous allons présenter 5 différents cas. Un cas de maintenance d'avion, un cas dans l'industrie pharmaceutique, un cas dans une mine d'or en Afrique justement, des concepteurs et producteurs d'équipements médicaux et une entreprise qui fabrique des prothèses d'artères, et puis ensuite conclure. Le format classique pour ce genre d'événement est donc un monologue de ma part pendant 60 minutes, suivi de 30 minutes de questions-réponses. Pour animer les questions-réponses, vous avez un onglet Q&R si vous êtes configuré en français ou Q&A si vous êtes en anglais, dans lequel vous pouvez taper vos questions au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas à les faire au fur et à mesure que je parle, pour pas qu'on ait toutes les questions qui arrivent au dernier moment. Vous avez une copie des slides disponibles. Elles sont d'ailleurs déjà sur le site. On vient de le mettre il y a 1 heure sur le site de Maris Consulting. Mais en plus, si vous faites attention quand vous quittez à la fin du webinaire dans votre browser, normalement, vous êtes directement orienté sur la page qui vous permet de télécharger le PDF de tous les slides. Je ne suis pas seul. Il y a Julie qui est à mes côtés virtuellement parlant, qui va recueillir les questions et animer la partie questions-réponses, parce que moi, pendant que je parle, je vais être concentré sur mon discours, je ne regarderai pas les questions entrées. Et puis voilà, et je ne sais pas, j'ai pas vérifié auprès de Julie s'il y a des sondages. Dans ce cas-là, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à différentes questions qui vous seront proposées au fur et à mesure que je parle. Voilà. Je m'appelle Philippe Maris, je suis le directeur général de Maris Consulting, société qui a un peu plus de 15 ans maintenant. Je suis, paraît-il, expert dans la théorie des contraintes, tout simplement parce que j'ai commencé très tôt, à 26 ans, et que la plupart des autres sont soit décédés, soit ont pris leur retraite. Donc voilà. C'est vrai que je fais ça depuis très longtemps, mais peut-être une des particularités de ce que je fais, ce que fait notre entreprise, c'est qu'on est très pluriel, on est très ouvert aux différentes idées. C'est-à-dire qu'on connaît bien la théorie des contraintes et la chaîne critique qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais on adore faire des cocktails avec des choses provenant d'ailleurs, que ce soit du Lean ou toutes les idées, puisqu'on va parler gestion de projet, du Project Management Institute et du PMBOK et toutes ces choses-là, voire les combinaisons avec de l'agile, on en parlera aujourd'hui. Et par exemple, on essaye de faire d'être très ouvert par rapport aux idées à mettre en œuvre selon les problématiques des clients. Voilà, j'ai écrit un livre très ennuyeux, vous n'avez pas besoin de lire puisque ça concerne la théorie des contraintes en production. Sous-titre si vous avez aimé le but, voici évidemment passer à l'acte. Et je suis presque apatride puisque je suis anglais et européen, donc là je suis en train d'essayer de régler ça, petit problème. Voilà. Et puis je parle un peu français. Voilà. Maris Consulting, donc fondé il y a 15 ans, une douzaine de consultants et un réseau de partenaires basé à Paris en France. On fait beaucoup d'événements comme celui-ci, une 60aine par an. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous essayons d'être très prolixes et généreux dans notre contenu, que ce soit fait par nous-mêmes ou par nos clients. Et vous avez, je crois, maintenant 350 vidéos sur notre chaîne YouTube, par exemple. Et puis, vous pouvez retrouver ça aussi, bien sûr, sur notre site internet. Et il doit y avoir, je pense, au moins une centaine maintenant de vidéos sur la chaîne critique, justement, par nous-mêmes, par nos clients, par des experts mondiaux sur le sujet, et ainsi de suite. Donc, si ce que je vous dis vous intéresse et que vous ne les avez pas encore regardés, je vous encourage à approfondir en allant par là. On est une société peut-être un peu curieuse dans le sens où on est assez généraliste, en tout cas dans le monde des opérations. C'est du moment qu'il y a un produit physique quelque part, ça nous intéresse. Et donc on est un peu insaisissable parce qu'effectivement on fait des classiques voitures, trains, avions, fusées, ce genre de choses, mais aussi les hamburgers de McDo, bien sûr énormément de travail, en particulier en ce moment dans le domaine de la santé, vous le verrez avec les cas. Beaucoup d'autres types d'organisations. Vous verrez certains exemples aujourd'hui. Voilà.
Euh, donc aujourd'hui, on présente 5 cas qui sont récents. Pourquoi ils sont particulièrement récents? Il se trouve que en fêtant les 15 ans de Maris Consulting, on a présenté 15 cas, 15 ans, 15 cas, au milieu de l'année dernière. Et tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé dans notre société, dans le domaine de la chaîne technique, ces 9 derniers mois. Euh, et encore, c'est seulement les cas qui sont suffisamment avancés ou conclus pour qu'on puisse en parler, parce que, comme je le disais, là, en ce moment, on fait plusieurs projets chaîne technique en Afrique, mais ils ont été lancés tout récemment, donc il est trop tôt pour en parler. Donc, il y a une autre vidéo qui s'appelle 8 exemples de la chaîne technique que vous pouvez regarder, 8 autres cas. Également, si vous voulez creuser ce sujet plus encore pour ceux qui en sont à leur début de parcours, nous avons un site dédié à la chaîne critique qui s'appelle chaînecritique.com. Alors, on va commencer par un cas de MRO aéronautique. C'est une entreprise qui est basée à Prague, qui s'appelle ABS Jets, qui font de l'entretien d'avions d'affaires. Ils sont environ 200 personnes. Ce qui est particulier avec cette entreprise, pour ceux qui ont suivi le parcours et les cas de Maris Consulting, c'est qu'on connaît bien le MRO aéronautique, on connaît très bien le MRO des jets d'affaires, puisqu'on en a fait beaucoup. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, on a été contacté par ABS Jets, qui sont connus comme les meilleurs du monde dans ce domaine, par rapport à la vitesse d'exécution, par rapport au coût, la qualité, etc. C'est les rois du business jet basé à Prague. Donc on était très flattés de travailler avec eux. Ils avaient déjà des performances qui étaient bien meilleures que tous les benchmarks qu'on puisse faire en vitesse, en qualité, en coût. Et donc pour cette raison, c'était intéressant parce que quand on est déjà les meilleurs, qu'est-ce que peut apporter la chaîne technique? Je suis un horrible consultant. En principe de précaution, tout ce que je raconte, c'est des exagérations, des mensonges. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder les vidéos par le client lui-même. Il y en a plusieurs dans lesquelles il confirme ce que je vais vous dire. Donc, pour nous, c'était classique par rapport à ce genre de métier. Euh, Par la nature même des travaux d'entretien d'avion, c'est très bien sûr réglementé, c'est pour ça qu'il y a très peu d'avions qui tombent du ciel. Et donc il y a des longues listes de tâches à effectuer pour, par exemple, un check C, qui a été dont je vais parler aujourd'hui. Un check C, c'est l'équivalent d'une révision des 100 000 km pour une voiture. On démonte assez sérieusement l'avion, on vérifie les pièces, on remplace les pièces qui sont usées et ainsi de suite. Typiquement pour un A320, il y a une dizaine de milliers de tâches. Pour un petit avion comme ça, il y en a seulement 4000. Et la première chose à faire, c'est pas chercher à gérer ce niveau de granularité, ce niveau de détail. Et donc, on constitue des paquets de manière intelligente, bien sûr, pas n'importe comment, pour arriver à des entités de gestion qu'on va gérer. Nous recommandons d'en avoir pour ce genre de situation une centaine ou 200 différentes entités qui elles-mêmes regroupent 20 ou 100 tâches de manière intelligente. Donc, il y aura par exemple un paquet pour faire un début de travail sur une aile, un autre pour telle intervention dans le cockpit et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose, un grand classique. La chaîne critique, puisqu'elle permet de terminer ses projets à l'heure, plus vite, etc. Elle n'a plus besoin de faire du micromanagement et elle se permet donc d'essayer de trouver, et c'est un défi intéressant à chaque fois, la bonne granularité, le bon niveau de détail comme vocabulaire de management, vocabulaire de gestion. Donc le déploiement, c'est fait comme d'habitude, avec un bien meilleur une meilleure séquence de tâches, la fameuse chaîne critique justement, cette séquence de tâches qui prend en compte les interdépendances techniques, il faut que j'ouvre le capot avant de pouvoir intervenir à l'intérieur, etc. Mais également les dépendances de ressources, c'est-à-dire que cette personne, j'en ai qu'une, et donc je vais prévoir qu'elle fasse ça, puis ça, puis ça. Ça donne la chaîne critique. Et c'est en pilotant, en regardant de près ce qui se passe sur cette séquence, qu'on on va gagner la course de vitesse, donc par le principe de course de relais.
Euh, c'est ça qui est donc la chaîne critique et qui est la contrainte, si on veut, du projet. Donc ça a été fait. Et il fallait bien sûr regarder si ces tâches-là s'exécutaient les unes après les autres sans perdre de temps dans les interstices en passant d'une tâche à une autre. Un grand principe de la chaîne critique est repris dans d'autres idées de startup et autres. Si on veut aller vite, faut gérer le flux. Si on veut gérer le flux, il faut pas avoir trop d'encours. Et donc, il y a toute une logique de vous concentrer sur terminer les choses avant de commencer quelque chose de nouveau. Et dans un numéro comme celui-ci, avec un hangar qui pouvait tenir une demi-douzaine d'avions, eh bien, c'est le nombre d'avions qu'on cherche à traiter simultanément. Et c'est pas parce qu'un avion est arrivé prêt à être pour une intervention qu'on va démarrer dessus dès le premier jour. Car le plus important, c'est de terminer déjà les avions qu'on a. Donc, on limite le niveau d'encours. Plus précisément en MRO, hein, c'est un peu particulier, puisque ce qu'on cherche à faire en général, c'est très vite faire le diagnostic, le démontage initial et l'analyse de l'état de l'avion pour permettre de déceler des éventuels approvisionnements à délai long, etc., qu'il faudrait faire. Et là, on s'arrête et on commence le vrai travail de maintenance en fonction des disponibilités des ressources. Comme d'habitude, nous avons eu à travailler la disponibilité des pièces critiques, les approches de pièces critiques ou les réparations de pièces critiques, car vous allez voir les résultats. Mais quand on commence à aller beaucoup plus vite, c'est sa supply chain autour de soi qui a du mal à suivre. Et c'est arrivé ici. C'est-à-dire que les différents prestataires extérieurs qui avaient des délais de X semaines, il fallait qu'ils essayent de faire la même prestation en la moitié moins de temps. Et donc, voilà. Et comme d'habitude, il y a eu ce phénomène-là. Quand vous accélérez vous-même beaucoup, tous vos partenaires doivent accélérer de la même manière. Ça a été fait ici. Et bien sûr, le fameux réduction du multitâche, pour ceux qui ne connaissent pas bien les principes fondateurs de la chaîne critique, de multitâche tue, et donc il faut absolument s'assurer que les gens puissent travailler dans des bonnes conditions de travail et passent pas d'un avion à un autre, d'une tâche à une autre, etc., selon les priorités changeantes des chefs qui passent dans le hangar et ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, l'iconique Fever Chart, excusez-nous, personne n'a vraiment réussi à la traduire en français, euh, que l'on voit en haut à droite ici, le drapeau vert, jaune et rouge qui permet de suivre le déroulement du projet en absorbant les différents problèmes qu'on découvre, les variabilités dans les durées des tâches, etc. Dans un cas comme celui-ci, ces Fever Chart étaient mises à jour quotidiennement, mais cette fréquence de renouvellement, ça dépend du type de projet. Hein, parce que ça peut être seulement une fois par semaine quand on est en développement produit sur 2 ans. Ce genre de choses. Voilà. Donc, je rappelle à nouveau que cette société était déjà connue comme les plus rapides du monde dans le domaine de la maintenance des jets d'affaires. Leur check, c'est en un poste, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de métier, c'est ça qui est impressionnant. En juste 8 heures par jour, en 7 semaines, ils faisaient les checks d'avions comme le Legacy. Et ils sont passés à 4,5 semaines avec la chaîne critique. Ce qui était aussi important, et regardez les vidéos des témoignages, c'est que pour eux, ça a été une transformation de la qualité de vie, parce que ce genre d'intervention est souvent réputé être quelque chose de très stressant du début à la fin. On va découvrir des problèmes, on va résoudre des problèmes de corrosion, d'une pièce qu'il faut remplacer, on ne trouve pas, etc. Et à la fin, le client attend, on a promis telle date, etc. Donc beaucoup de stress les derniers jours avant de renvoyer l'avion. Et ça a été l'inverse, c'est-à-dire que pour eux, maintenant le stress il se trouve dans les tout premiers jours, on démonte l'avion, on découvre dans quel état il est. Ah zut, il faut remplacer la porte, il y a un problème sur le train d'atterrissage, etc. Mais une fois qu'on a fait ça, on planifie donc ces différents findings, hein, les différents éléments non prévisibles de l'intervention. On organise les appros, etc. Et après, c'est juste de l'exécution sans justement plus de surprise. Et c'est très tranquille à la fin. C'est ça qui est assez étonnant entre le avant et le après. Il y a un moment de stress au début quand on se prépare à intervenir en fait.
Et après, c'est assez mécanique, rapide, sans stress, avec une bonne visibilité. On voit très bien qu'est-ce qui se passe et on voit très vite qu'on va terminer l'avion probablement en avance. Voilà. Euh, Maintenant, on va passer à un deuxième cas, celui-ci pharmaceutique. Euh, je note qu'il y a de nombreuses personnes de l'industrie pharmaceutique parmi vous, donc je vais prendre le temps d'expliquer ce cas-là. Une honorable et grande entreprise française de pharmaceutique. Et là, on est dans une usine qui fait des médicaments, aussi bien les principes actifs que l'emballage conditionnement. Mais on va surtout parler de la partie emballage conditionnement, qui a été l'objet des premiers travaux de chaîne critique dans cette entreprise. Euh, il s'intéressait à la chaîne critique et on a décidé de mener deux différents pilotes simultanément. Un qui était juste un gros projet d'investissement, une nouvelle ligne de production en fait, mais avec au cœur de cette nouvelle ligne une nouvelle machine, une nouvelle technologie, etc. très très coûteuse et impressionnante. Mais toute la ligne qui allait avec, tout le bâtiment et les autres machines avant et après. Et c'était donc tout le projet de se procurer cette machine, de la tester, ensuite l'installer. Et l'installation était prévue pour durer 6 mois, ce qui posait problème parce que bien sûr, ça nécessitait, par exemple, pour ce produit pour lequel il n'y avait pas d'autres lignes de fabrication capables de faire ce produit, de stocker 6 mois d'avance de produits avec des dates de péremption, etc. Bref, c'était coûteux que d'arrêter la production de ce médicament pendant 6 mois. Et leur attente, c'était d'essayer de réduire ce temps autant que possible. Donc ça, c'était un pilote, et puis simultanément, on a lancé un autre pilote assez différent, parce que, comme partout dans le monde des médicaments, il y a des nouvelles législations qui ont été mises en œuvre pour essayer de limiter la contrefaçon, et qui passent par plein de choses, mais en particulier l'inscription d'un code individuel sur chaque boîte, chaque emballage, avec tout un système d'information derrière qui permet de traquer la vraie source des différents médicaments. Et ceci se déroule à travers le monde. On en fait d'autres de ce type parce qu'il faut, en fin de compte, il faut rajouter un équipement, une imprimante sur toutes les lignes de production d'emballage. Imprimante qui va changer ce qu'elle imprime boîte par boîte pour permettre ce système de repérage. Donc voilà, tous ceux qui sont dans la pharmacie connaissent bien ce sujet-là, avec bien sûr, juste pour rendre le truc fun, des normes différentes, que ce soit pour la Russie ou l'Europe, etc. Donc c'est assez compliqué quand même. Mais ici, le sujet, c'était de modifier toutes les lignes de production en installant ces nouveaux systèmes d'impression sur boîte. Et c'est ça qu'on a fait. Ils en avaient déjà fait une ligne avant qu'on commence le projet. Ça avait pris 3 semaines. Et ils voulaient savoir, vu qu'ils allaient répéter ça sur toutes les lignes de leur entreprise, si on pouvait optimiser, accélérer cette intervention. Donc prenons comme premier périmètre justement ces modifications de lignes. Mise en œuvre classique de la chaîne critique à nouveau. On a donc on avait ce qui était intéressant ici, c'est que c'était un peu répétitif, c'est-à-dire qu'ils ont pour cette usine déjà commencé par faire 6 lignes et ce projet allait se poursuivre à travers toutes les lignes de l'entreprise et ils voulaient essayer de s'améliorer cas après cas avec les retours d'expérience des premières lignes, et c'est ce qui a été fait par une analyse du Pareto de la consommation du tampon. Je la fais simple. On prévoit, on planifie avec la chaîne critique des durées de tâches. On met un gros tampon, une grosse protection en temps à la fin du projet pour permettre de terminer à l'heure où on avance. Et après, les tâches vont prendre plus de temps que les temps optimistes qu'on a estimés pour les tâches. C'est normal, c'est prévu comme ça. Et on note au fur et à mesure quelle était la raison pour laquelle on a pris plus de temps que le temps optimiste. Il me manquait quelqu'un, il me manquait ceci, il me manquait cela, etc. Ce qui permet de faire de l'amélioration continue focalisée. Et la prochaine fois, on se dit, bah, tiens, il faut qu'on essaye de résoudre ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc la première ligne 1, a été faite
et ils ont prévu par précaution que ça prenne les 15 jours qui étaient les 15 jours de l'exécution précédente avant la chaîne critique. Et ils ont terminé avec un peu d'avance, vous voyez. Et donc ils se sont dit, puisque c'est comme ça, on va pouvoir aller plus vite sur les lignes suivantes. Et à nouveau, ils ont terminé en avance. Et ainsi de suite, vous voyez, les choses évoluent comme ça. Alors attention, quand vous regardez ces exemples, s'il vous plaît, les lignes n'étaient pas identiques les unes après les autres. Donc il y en a certaines, en fin de compte, qui nécessitaient plus de travail que d'autres. C'est pour ça que voilà, c'est quand même non répétitif. Il y a des similitudes, mais c'est pas des machines identiques. Et c'est pour ça que vous voyez des durées planifiées ici, par exemple, qui augmentent, parce que cette ligne-là est en fin de compte beaucoup plus compliquée que d'autres lignes. Et voilà. Mais si on peut faire des comparaisons, c'est toujours difficile dans le monde des projets. Ils estiment qu'ils ont réduit les durées de 24% sur ces premières lignes, et un intéressant retour d'expérience qui leur permet de s'améliorer plus encore. Pour ça, et plus généralement d'ailleurs pour des interventions de ce type de rénovation ou d'amélioration de lignes de production. Il y a eu beaucoup de leçons apprises sur la gestion des différents intervenants. Ça c'était le premier périmètre. L'autre périmètre, je l'ai mentionné, c'était un gros projet CAPEX, un gros investissement, avec une durée prévue d'arrêt et d'installation de 6 mois. Et 6 mois dont ils étaient vraiment pas sûrs. Ils craignaient que ça prenne plus que les 6 mois qu'ils avaient estimés à l'ancienne, c'est-à-dire de manière plutôt vague, en regardant par la fenêtre. Je pense qu'il y en a pour 6 mois. Et ils s'inquiétaient que ça puisse prendre plus de temps parce que bien sûr, comme je l'ai expliqué, cette ligne de production était unique. Et si la durée dépassait les 6 mois, ils risquaient tout simplement en rupture de stock et avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, on a fait la planification en mode chaîne critique. Comme souvent quand on fait ça, quand on fait une première planification, on prend les différentes durées, etc. Ça donne des temps qui sont parfois pires que ce qu'on imaginait. Donc, ils espéraient que ça se fasse en 6 mois. Quand on regarde dans le détail, à la manière de la chaîne critique, on voit que zut, là ça dit que ça va prendre 8 mois. Eh bien, l'approche chaîne critique, c'est de ne pas accepter de lancer les choses comme ça, mais de regarder, d'optimiser, de repenser les différentes tâches, leurs séquences, les ressources qu'on met dessus, etc., pour arriver à ce qui est le cas ici, quelque chose d'aussi rapide que possible, donc en 4,5 mois, mais 4,5 mois de durée focalisée, de durée optimiste, avec 1 mois de protection, 1 mois de temps pour la fin, pour absorber les différents problèmes qu'ils allaient rencontrer. Autre élément classique pour nous, en tout cas, de ce qu'on a fait, c'est que la fameuse chaîne critique qui est ici en rouge, la séquence de tâches qui va déterminer le succès ou l'échec du projet, ça allait d'un service à un autre, des achats ou à l'engineering, à la production, à tel sous-traitant extérieur, et ainsi de suite. Et pour visualiser où était cette chaîne critique, on a utilisé une mascotte. Je sais pas pourquoi ça se tombe souvent sur des jouets en peluche, mais les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent. Cette mascotte va suivre physiquement la chaîne critique pour indiquer à tout le monde, attention, ceci est la tâche critique, ne les embêtez pas, au contraire, aidez-les, c'est eux qui vont déterminer le succès ou l'échec du projet. Et voilà, en conséquence, le projet a été accéléré de au moins 20%. C'est difficile toujours de savoir de combien quand on n'était pas sûr de qu'est-ce qui se serait passé sans chaîne critique. Mais pour eux, l'estimation, c'est que c'était mathématiquement 20%, et peut-être beaucoup plus si le projet avait moins bien été géré sans chaîne critique. Suite à ça, ça c'était les interventions pilotes, et désormais la chaîne critique est utilisée dans l'entreprise pour tous les différents gros projets d'investissement. Pour ce faire et que le client soit autonome par rapport à son consulting, le même classique pour nous, on a créé des référents, des experts chaîne critique,
qui sont ceux qui maintenant déroulent l'approche sur les différents nouveaux projets, forment les nouvelles personnes qui vont l'utiliser, et ainsi de suite. Par ailleurs, nous on fait pas que de la chaîne critique, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a vu quand on fait de la chaîne critique, et de manière très classique, ils avaient un problème de gestion des différents sous-traitants. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de types de projets. Si une grande partie de votre projet, les forces vives mises en œuvre sont en fin de compte des sous-traitants, bah, c'est un problème par rapport à l'approche chaîne critique. Parce que, sauf si vous avez l'intelligence de faire des négociations de contrats avant, qui parlent de choses comme durée focalisée et pessimiste, eh bien, il y a de fortes chances qu'un sous-traitant, s'il vous a dit qu'il allait prendre 4 semaines pour faire quelque chose, bah, il prendra 4 semaines si tout va bien. Et c'est donc incompatible avec l'approche chaîne critique. Allez aussi vite que possible, s'il vous plaît. Donc, le sous-traitant devrait se sentir capable de terminer en 3 semaines, sans être pénalisé financièrement, bien sûr. Donc là, j'avais garanti 4 semaines, mais en fin de compte, je l'ai fait en 3, accélérons. Donc, ça me met à une réflexion sur comment gérer les sous-traitants dans ce type d'environnement. Et puis, il y a eu aussi une réflexion intéressante sur la gestion des risques dans de nombreux domaines, hein, parce que ce qui est beau avec la chaîne critique, c'est que ça enlève les retards dus au mouvement brownien managérial. On a quelque chose où on ordonnance intelligemment toutes les tâches, et ça met en exergue d'autres nouveaux problèmes, notamment les risques, leur management et ainsi de suite. Et ici, la nouvelle pratique, c'est que pour ce type d'investissement dans le médical, on va avoir un FAT, un Factory Acceptance Test, suivi d'un SAT, Site Acceptance Test. C'est très simple, c'est d'abord, avant même que la machine, quand la machine est encore chez le fournisseur, on va voir la machine chez le fournisseur et on fait des essais sur place pour voir si elle est conforme à ce qu'on veut. Et c'est seulement une fois on a prouvé que cette machine est compatible avec le cahier des charges et ainsi de suite, qu'on l'emmène dans l'usine, et là on fait des nouveaux tests sur place dans son nouvel environnement, etc. Et dans leur pratique, en tout cas, ils savaient très bien que par peur de perdre du temps, etc., ils prenaient des raccourcis sur les FAT, les tests faits chez le fournisseur, et ils se laissaient ensuite livrer des machines qui n'étaient déjà pas conformes aux spécifications avant même d'arriver, ce qui rendait tout le reste encore plus olé olé. Voilà, donc il y a eu un gros travail là-dessus pour faire en sorte que les tests faits chez le fournisseur soient faits avec beaucoup de rigueur et d'exigence pour bien préparer l'installation qui suivrait quand là il fallait arrêter la ligne et ainsi de suite. Voilà, bien sûr, toutes ces bonnes pratiques ont été fortement impliquées dans la communication, donc les écrans de côté de la machine à café et tous les messages de réflexe ou d'hygiène de vie sur la réduction des multitâches et ainsi de suite sont omniprésents dans l'entreprise. Voilà, voilà. Changement de décor complet. On va regarder maintenant une mine d'or au Burkina Faso, dans le nord du Burkina Faso, de la société IAM Gold, avec 2500 personnes qui y travaillent. C'est bien sûr la mine, là où on va creuser le minerai. Donc vous voyez une photo d'une toute petite partie en bas, c'est une très grosse mine. Et puis tout ce minerai est ensuite amené à l'usine où ça va être broyé. Ça, c'est un gros broyeur que vous avez là. Gros, quand je dis gros, vous avez une personne ici, hein, là. Donc tout ça est gigantesque. Hein, ces petits camions là, vous les verrez tout à l'heure. C'est assez difficile à garer dans les rues parisiennes. Voilà, point de départ. Ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise souhaite, en fin de compte, injecter de la théorie des contraintes dans leur démarche préexistante d'amélioration technique et du Lean Six Sigma. Et ils aimeraient aller vers le TLS, la théorie des contraintes Lean Six Sigma. Donc on a discuté de comment faire, et d'un commun accord, on a proposé de commencer par la composante management de projet de la théorie des contraintes, donc la chaîne critique, pour ensuite aborder plus largement l'utilisation de la théorie des contraintes dans les opérations, dans le throughput accounting, dans le logical thinking process, bref, tout le reste de la théorie des contraintes qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, et plusieurs de nos clients ont la même idée, la même démarche,
Pourquoi? Parce que la chaîne critique est étonnante dans le sens où elle est assez facile à décrire, tout le monde l'adore, et il n'y a pas vraiment de concurrent possible, tandis que c'est moins vrai dans les outils de pilotage des flux dans une usine. Donc, mise en œuvre de la chaîne critique, cette fois-ci sur 3 différents périmètres. La maintenance de tous les équipements mobiles. Les équipements mobiles, c'est les camions que vous voyez là, les perceuses, les drills, les foreuses, pardon, qui percent les trous pour mettre de la dynamite, etc. Bref, c'est très grosses bêtes qui se promènent dans la mine. Ainsi que les maintenances programmées de l'usine, cette énorme usine, parce que là on en voit même pas 1%, hein, c'est très 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 grand. Il y a plein de pièces d'usure qui doivent être remplacées et ainsi de suite. Donc des interventions répétitives de maintenance ont également été mises sous chaîne critique. Et enfin, à nouveau, un très très grand projet d'investissement pour intégrer une nouvelle technologie de broyage dans cette usine. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Regardons le projet du gros investissement, parce que ce qui est intéressant, c'est que on a utilisé 3 fois la chaîne critique, ou de 3 manières différentes, parce qu'il y avait plusieurs défis. La première, c'était d'arriver à amener toutes les pièces en complet conforme sur site, dans le nord du Burkina Faso, assez inaccessible. Des pièces qui venaient de partout, qui venaient du Japon, qui venaient de l'Allemagne, qui venaient des États-Unis, qui venaient du Chili, etc., etc. Et de faire en sorte qu'ils arrivent tous à temps pour le début des travaux. Et surtout que ça a eu lieu en plein milieu du début du Covid, avec des confinements à peu près partout dans le monde. On a débuté en février les approvisionnements et ça a duré jusqu'à la fin d'année. Donc vraiment dans une période où beaucoup d'incertitudes existaient sur les ouvertures ou fermetures des ports et autres. Et donc on a utilisé la chaîne critique pour faire ces approvisionnements-là. C'est-à-dire que pour, en tout cas, tous les équipements pour lesquels on avait des craintes qu'ils arrivent à l'heure, ben on a fait comme d'habitude. On a dit si tout se passe bien, il va y en avoir pour 3 mois avant que cette pièce arrive, ok. Mais quand on regarde les incertitudes du passage de portuaire et douanier à tel endroit ou le chargement ferroviaire à tel endroit, on a des durées optimistes et des durées pessimistes. Et donc on peut juger de l'incertitude sur les vraies dates d'arrivée des différents éléments. Donc on planifie comme ça, on suit comme ça, et ça donne le fil en chart que vous avez ici, ce qui a permis malgré un contexte particulièrement scabreux d'approvisionnement, d'avoir toutes les pièces à l'heure où on avance, qui ont permis de démarrer les travaux. Pendant qu'on faisait ça, on a également fait un autre petit portefeuille de travail qui était préparer en fin de compte le chantier, du béton pour les fondations et ainsi de suite. Ça a été fait pour que la troisième mise en œuvre de la chaîne critique, qui était à proprement parler l'exécution de cet investissement, c'est-à-dire je démonte les anciens équipements, je mets les nouveaux, je les teste, a pu se faire dans les meilleures conditions. Et voilà comment ça s'est passé. Et ça c'est le projet a terminé parfaitement en avance, malgré les différents problèmes techniques qui bien sûr ont eu lieu pour rajouter un peu de piment à cet investissement tout à fait critique pour cette usine. Je peux pas vous donner les détails techniques de ce que c'est, mais c'est une très grosse modification technologique de la mine d'or. Voilà. Donc ça c'est le premier pilote qui était fait, mais en parallèle il y avait d'autres mises en œuvre de la chaîne critique avec les équipements mobiles. Donc pour ceux qui n'ont pas vu en image ou pas de leurs yeux, qu'est-ce que c'est que des équipements mobiles dans une mine comme celle-ci? Ben voilà, ça c'est un camion, mais ça c'est un 125 tonnes il me semble. Là c'est l'échelle pour monter à bord, hein, et la cabine de pilotage elle est là. C'est gros, hein, une personne elle n'arrive même pas au mi-hauteur du pneu. Donc, on a fait ceci. Pour les maintenances planifiées, ce qui était intéressant, c'est que c'était des projets à délai court.
il fallait faire une réparation qui était prévue ou une maintenance qui était prévue sur une quinzaine d'heures. Et donc, faire des mises à jour de la fever chart tous les jours, c'est pas suffisant, n'est-ce pas? Et donc là, on a en fin de compte combiné la prochaine critique avec un pilotage et suivi utilisant WhatsApp, qui permettait aux différents intervenants, une soixantaine de personnes qui travaillaient à droite à gauche dans cette énorme usine, qui se voyaient pas parce qu'ils n'étaient pas au même étage, et ainsi de suite, de dire voilà, j'ai fini cette tâche, c'est à toi, je te passe ça, j'ai un problème ici, j'ai besoin d'aide, j'ai ceci, cela, et tout ça reproduit sur la fever chart. C'est ça qui a été fait en maintenance planifiée. Donc, pour ceux qui connaissent bien ce que les gens font avec de la chaîne technique, là, on est quasiment dans le domaine de l'innovation puisque les projets à délai court qui se comptent en heures faits sous chaîne critique, c'est encore des choses qui sont assez rarement. C'est notre euh, apprentissage de ces interventions à délai très court, et on va en faire certainement de plus en plus, parce que c'est ce genre d'intervention, bien sûr, toutes les usines en ont, n'est-ce pas, par exemple. Et puis pour les équipements mobiles, on va juste se concentrer sur les camions, pas seulement parce qu'ils sont impressionnants, mais parce que c'est un cas d'école intéressant. Donc, comme d'habitude, on fait la mise en œuvre de la chaîne critique, on garde les durées, il y a des discussions sur les durées des différentes tâches, combien de temps il faut pour changer l'embrayage, pour faire ceci, etc., qui donnent certaines données beaucoup plus courtes que ce qui était pratiqué auparavant, et on lance le camion pilote, et on a ça. C'est-à-dire que là, c'est le début de l'intervention sur le camion, là, c'est la fin, n'est-ce pas? Et ici, c'est la protection qu'on s'est donnée pour des aléas. Et comme on voit, il ne consomme absolument pas le tampon. Et ça, c'est assez classique, on le voit dans peut-être pas un quart, mais entre un quart et un huitième des cas que nous faisons, on a ce genre de choses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils peuvent aller encore beaucoup plus vite, hein, puisque ça c'est censé être des durées optimistes. Et ben, ils tiennent toute leur durée optimiste tout le temps. Donc, ils en ont encore sous le coude. Donc, on leur a dit, allez, on secoue un peu. On a ce qu'on fait rarement, hein, mais on leur a dit, on va diviser tous les temps par deux que vous avez, parce qu'on pense que vous pouvez aller plus vite. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, on a retrouvé une fever chart normale, c'est-à-dire que oui, on consommait du tampon. Et ça s'est terminé. Donc, en allant deux fois plus vite, ça s'est terminé en avance quand même. C'est toute la beauté de la chaîne critique. Mais pour ceux qui ont essayé ou vont essayer la chaîne critique, vous pouvez trouver ça. C'est pas une mauvaise nouvelle du tout. Hein. Ça veut dire que vous allez pouvoir accélérer plus encore. Et c'est pas, moi je considère pas ça comme une erreur de mise en œuvre au début en tout cas, parce que dans beaucoup d'entreprises, il est assez difficile de retrouver les durées optimistes ou les durées focalisées, comme on les appelle, des tâches. Parce que les gens n'ont jamais travaillé comme ça, ou ont oublié à quoi ça ressemble de travailler rapidement, de manière concentrée sur une intervention. Donc, de toute façon, celui-ci a terminé très en avance, pas de problème, il allait plus vite et très en avance, et on a pu aller encore plus loin pour améliorer plus encore les performances. Les équipements médicaux, là c'est donc par hasard, nous on s'est retrouvé lié au Covid-19 parce que une année avant l'arrivée du Covid, enfin, quand on travaillait déjà dans les équipements de diagnostic et maladies respiratoires, donc c'était un sujet qu'on connaissait bien avant même l'arrivée du Covid-19. Donc on a fait plusieurs choses autour du Covid-19. C'est pour ça que ces derniers mois ont été très actifs, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour hier, s'il vous plaît, liées à la pandémie. Donc, on a fait plusieurs choses avec eux. Par exemple, ils avaient un système de diagnostic respiratoire, mais sans le Covid. Il a fallu rapidement rajouter le test Covid dans un équipement existant qui a été fait en 3 semaines. Et puis, ils ont plein d'autres équipements qui testent d'autres maladies. C'est les tests du nouveau monde, hein, de la nouvelle médecine, c'est-à-dire que des échantillons sont prélevés dans quelque chose et mis dans quelque chose qui ressemble à une boîte de la taille d'une boîte d'allumettes. Cette boîte d'allumettes contient l'échantillon, elle est mise dans quelque chose qui ressemble à une imprimante de bureau,
Et une demi-heure plus tard, vous avez une analyse extrêmement sophistiquée qui est faite sur l'état de santé selon la maladie recherchée, et ainsi de suite. C'est assez fascinant comme technologie. Je parle de ce cas tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, on essaye d'être pluriel dans ce qu'on fait. On fait pas que de la synthétique, on rajoute d'autres idées de bon sens ou provenant d'autres mouvements de pensée. Et ici, je pense que c'est assez classique dans un développement pharmaceutique aujourd'hui. Il y a, et c'est normal, beaucoup de contrôle, de réglementation dans le domaine des développements de produits réglementaires. Et il y a beaucoup donc de documentation qualité qui doit être reproduite, des centaines de documents validant ceci, prouvant cela, etc. Ce qu'on a fait donc, c'est à nouveau, comme je l'expliquais dans le tout premier cas de MRO, il faut trouver la bonne granularité pour le management. On va pas chercher à gérer individuellement les 500 différents documents qui sont à produire pour telle échéance, etc. Ça serait du micromanagement. Donc, on les regroupe dans un paquet de documents à produire. Et ensuite, pour l'exécution de cette tâche, donc là, on a par exemple une tâche ici assez longue qui est de produire 600 documents complets conformes, etc., pour passer la prochaine étape réglementaire. Okay. Et pour s'assurer de la bonne exécution de ce travail, là, on a fait une méthode Kanban, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a mis tout ça. Bien sûr, c'est tous les cas que je traite, que je présente, sont récents et donc pendant le Covid, hein, donc tout à distance, devant son écran, etc. Et comment est-ce qu'on pouvait faire du visual management, Kanban boards, etc. Quand on n'avait pas le droit de se réunir. C'était la même chose mais digitalisé. Donc on avait ces post-it digitaux. On a utilisé tout simplement Planner de Microsoft dans cet exemple. Et il y avait les tâches à faire, qui prenait telle tâche, etc. Et les daily meetings virtuels permettaient de gérer la bonne exécution de tous ces différents documents au sein de cette tâche synthétique. Donc il y avait bien une démarche synthétique pour gérer le développement dans son ensemble, mais à l'intérieur de l'exécution de certaines des tâches comme celle-ci, on utilisait une méthode je sais pas comment vous voulez l'appeler, de Kanban, de visual management, pour traiter le flux. D'accord. Donc c'est pour éviter d'être obligé d'identifier chacun de ces documents comme une tâche de la synthétique. Ça n'a pas de sens. Ce serait du micromanagement. Voilà. Donc ça c'est ce bref regard sur l'équipement médical. En fait, on a fait énormément de choses pour différents produits. On pourrait en parler très longuement. Mais je voulais juste souligner que parfois c'est intéressant de combiner des approches. Le backbone peut-être de la synthétique, mais à l'intérieur on peut rajouter des différents éléments pour déléguer l'exécution de quelque chose à une autre technique, car si on plonge trop dans le détail, on va se noyer même avec la synthétique. Je termine avec des prothèses cardiovasculaires, des artères artificielles en fait. C'est assez fascinant parce que c'est fait avec des métiers à tisser, etc. Moi, je veux pas décrire le détail de la technologie, c'est assez fascinant. C'est une entreprise dont les Français peuvent être très fiers ils ont, je crois, en fin de compte, presque 80% de la part du marché mondial. Puisque je me suis dit qu'on avait peut-être par-dessus la tête de regarder le ciel gris et ainsi de suite, je vous ai mis une photo à côté de l'usine, dans les calanques de la Ciotat, juste pour mettre un peu de soleil dans les slides. Voilà. Donc c'est une usine dans le sud de la France. Voilà, ils sont en très forte croissance parce que ils peuvent pas augmenter leur part de marché parce qu'ils sont déjà quasiment monopolistiques, mais la demande va croissante à travers le monde et donc ils sont en très forte croissance et ils avaient du mal à faire face à tous leurs différents projets obligatoires ou pas, hein, de évolution réglementaire de la FDA, des nouvelles normes européennes et ainsi de suite. Pour ceux qui sont dans le métier, vous verrez très bien de quoi je parle. C'est une bataille en soi de rester à jour des différentes évolutions réglementaires, en particulier qu'on produit pour le monde entier, qu'on doit s'adapter aux particularités régionales et autres. Donc il y avait ça qui était obligatoire à faire et ainsi de suite, mais ils voulaient pas faire que ça, ils voulaient s'améliorer.
Et donc, il y avait plein d'assez gros projets de nouvelles technologies ou modifications de process, etc., qu'ils faisaient aussi. Euh, des changements de matériaux. On ne change pas les matériaux qu'on utilise pour des produits comme cela en claquant des doigts, n'est-ce pas? Il y a tout un processus de validation qui est conséquent. Donc ça aussi, ça fait partie des choses un peu compliquées à gérer. Et comme tout le monde, ils avaient un IT qui ne leur satisfaisait pas, n'est-ce pas? Et donc ils avaient des gros projets d'évolution, de nouvelles versions, de greffe de ceci, de cela. Bref, il y avait pas mal de choses qui bougeaient le système d'information de l'entreprise. Et c'était la somme de ces paquets-là qu'ils voulaient mettre sous chaîne critique. Donc tous les gros projets de changement et d'amélioration qu'ils voulaient mieux gérer, parce que avec cette énorme charge de travail qui allait croissant, ben, ils avaient du mal à libérer le temps et organiser ce travail hors production sur comment j'allais gagner plus d'argent à l'avenir en fait. Et c'est ça qu'ils voulaient faire. Donc on a fait à nouveau ce qui est tout à fait classique pour nous, une première remarque qui était qu'ils avaient trop de projets en cours et qu'il était donc impossible de conclure tous ces projets dans les temps. Il y en avait beaucoup trop. Et ça, c'est à peu près le cas de 9 entreprises sur 10 avec qui on commence à travailler. La première chose, c'est que la chaîne critique va vous faire plein de choses. Hein. On a fait 50, 100, 200% d'amélioration de productivité, du nombre de projets par mois, etc. Ici, ça a été très fort. Et ils en avaient déjà trop. Donc la première chose, ça a été de regarder le portefeuille et de dire, bon, allez, ça et ça, on le met au frigidaire, on y reviendra plus tard, et on se concentre sur cela. Cela, on va les terminer. Donc la fameuse répétition de nos phrases favorites, stop, starting, start, finishing, hein, commencer à terminer avant de lancer quelque chose de nouveau. Vider le système pour qu'ensuite on ait peu de projets qui aillent très vite, très coordonnés à travers le système pour éviter tous les conflits de priorité et autres ralentissements. Donc ça a été fait. Et le restant a été planifié sous chaîne critique de manière classique. Ici, pour ce type de projet dont les durées allaient les plus courts étaient de 4 mois, les plus longs étaient de 24 mois. Une mise à jour hebdomadaire, une revue du portefeuille. Je ne vais pas m'étendre sur qu'est-ce que ça veut dire une revue de portefeuille avec la fever chart portefeuille de la chaîne critique, mais bon, c'est un petit plaisir parce que ça va très vite. On sait très bien ce qui se passe, on prend rapidement des décisions sur les quelques projets qui risquent d'être en retard. Et en parallèle, on regarde les consommations de tampons. Qu'est-ce qui nous fait prendre du retard, non pas pour le projet qui soit en retard, mais qu'est-ce qui nous ralentit en fait. Et on analyse ces différentes causes pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut changer. Et pour moi, en tout cas, dans ce cas, c'est ça qui a été peut-être le plus important, parce que qu'est-ce que ça veut dire ces retards? C'est qu'est-ce qui empêche l'entreprise de progresser le plus d'année en année, en fait. Et voilà ce que ça a donné. Donc, je répète, l'analyse de consommation des stocks tampons, c'est qu'on a donné pour toutes les tâches des durées optimistes, dans lesquelles il y a 50% de probabilité de tenir ces dates. D'accord? Donc, dans la moitié des cas, les gens se sont engagés à des durées et ils vont prendre plus de temps. C'est pas grave. Le projet va quand même terminer à l'heure où on avance. Parce qu'on a le buffer à la fin, justement, qui est là pour protéger. Mais, on note, quand on prend plus de temps, que la durée optimiste. Pourquoi? Et petit à petit, on se construit un Pareto. Et là, vu la nature du portefeuille, c'est bien une analyse de qu'est-ce qui empêche l'entreprise de s'améliorer d'année en année. C'est ça qui est facile. Donc, tout au début, en regardant l'échantillon des consommations, après 4 mois d'analyse, d'accord, on avait quelque chose qui est, à nouveau, aussi pour ceux qui ont regardé nos autres vidéos, un grand classique. Les gens s'imaginent plein de raisons pour lesquelles les projets sont en retard. Hein, c'est la photo client, c'est une nouvelle techno, etc. Mais quand on fait ce travail, on voit que c'est pas du tout ça qui posait des problèmes. En fin de compte, le grand classique, c'est que la raison principale pour prendre plus de temps que prévu, c'était qu'il y avait des tâches non planifiées. D'accord, ça arrive dans au moins 80% de nos clients. La première cause n'est pas du tout celle qu'ils pensaient, mais tout simplement que leurs plannings ne sont pas exhaustifs et contiennent tout le travail à faire. Et quand on demande à quelqu'un pourquoi tu as pris 3 semaines pour faire ça au lieu de 5 jours, on dit on avait oublié qu'il fallait que je trouve un fournisseur, ou on a oublié qu'il fallait que je fasse la validation qualité de ceci, etc. Donc quand on démarre, très souvent, la première chose qu'on trouve, c'est que les plannings ne sont pas exhaustifs
Et c'est un peu normal, hein, parce que de toute façon, avant chaîne critique, les plannings, ça sert à rien. Ils sont faux au moment où on les imprime. Donc plus personne ne les regarde, c'est pas un référentiel. Avec la chaîne critique, c'est un vrai référentiel, puisqu'on va faire, comme tout, un standard. En fait, on va faire de l'amélioration continue sur les templates standards de projet. C'est fondamental de regarder qu'est-ce qui est améliorable. Donc ils ont lancé des actions. Celle-ci est assez facile, hein. On a développé un certain nombre de templates de projets pour éviter qu'on oublie des tâches. Et on a continué à travailler. Et on a refait la même analyse une petite année plus tard. Ce qui est intéressant, ça se voit pas trop bien dans le graphique, excusez-moi, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de jours perdus, c'est-à-dire que la consommation des buffers s'est réduite, mais on n'a plus les mêmes. Pourquoi? Parce que les unplanned, je vous répète, on les a traités, on a réfléchi, on a fait en sorte que désormais on planifiait mieux. Et ce qui s'est apparu, c'est que c'était la disponibilité de certaines ressources qui ralentissait ce travail. Et vous allez me dire, bah oui, ok, mais ce n'était pas le cas au début. Les gens pensent qu'ils sont limités par la disponibilité des gens pour progresser et pour faire tout ce qu'ils avaient à faire. Ça devrait être comme ça, mais ça leur a pris une année avant qu'ils arrivent à ça, en passant par des étapes un peu gloops, hein, parce qu'à un moment donné, on a découvert que c'était une personne au service informatique qui était la contrainte de quasi tous les projets de l'entreprise. Cette personne a été très qualifiée pour faire les interfaces et communications entre les différents sous-ensembles informatiques de l'entreprise. C'était la même personne qui s'occupait du renouvellement des badges ou des badges perdus. Elle passait 30% de son temps à traiter les problèmes de badges dans l'entreprise. Donc, théorie des contraintes, on a regardé ça, on s'est dit non, cette personne est cruciale, et il faut absolument pas qu'elle perde son temps à faire ce genre de choses. On a délégué cette activité à quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse produire plus. Donc on a fait plein de choses comme ça. Ça a aussi permis de voir là où il fallait qu'il renforce les compétences, les capacités dans tel ou tel domaine. Et on arrive à des situations que je considère comme saines, c'est-à-dire que ce qui vous empêche d'aller plus vite, c'est que il vous faut encore des cerveaux pour travailler sur les différents points qui restent. Mais par contre, notez que l'excuse que la plupart des gens se donnent avant de démarrer sur pourquoi c'est difficile de gérer des projets, hein, c'était pas du tout ce que les gens pensaient. Là, on est arrivé à quelque chose de sain, c'est-à-dire que assez haut dans le Pareto, il y a la variabilité. J'ai estimé que cette tâche me prenait 14 jours, elle m'en a pris 16. Okay, donc ça, c'est sain. Hein. Ça veut dire que cette variabilité, elle est là, elle est en deuxième position de Pareto. Au début, c'était pas du tout le problème. Hein. Malgré le fait que les gens expliquaient que c'est un monde de projet, tout est incertain, on sait pas, etc. Ça doit être ça qui nous tue. Non, pas du tout. Hein. Les problèmes de difficulté à prévoir la durée d'une tâche sont très rarement la vraie cause des problèmes dans le monde de gestion de projet. Regardez d'autres vidéos de Maris Consulting sur ce sujet, c'est un truc assez amusant, parce que c'est pas l'incertitude liée au projet qui tue, c'est la manière de gérer cette incertitude. Bon, là, je passe à un niveau supérieur dans ma remarque. Voilà. Donc, vous avez eu 5 cas. Si vous voulez d'autres, il y en a plein d'autres. Hein, donc les 8 cas que j'ai présentés il y a une petite année. Regardez les autres, hein, parce que l'intérêt de regarder tout ce kaleidoscope de cas, c'est que ça vous montre tout le potentiel de la chaîne critique. Hein. Ça peut faire des choses, ça peut entretenir des avions comme gérer vos projets qui construisent votre avenir. Donc réfléchissez pour vous qu'est-ce que ça pourrait faire. Pour conclure sur les maintenant 20 ans d'expérience que j'ai de la chaîne critique dans tous ces environnements-là, des industries telles différentes, des secteurs différents, des sujets différents. J'ai pas parlé IT aujourd'hui, mais quand on fait ça dans l'IT, on mélange de l'agile, etc. La première remarque est, à nouveau, méfiez-vous, horrible consultant qui ment tout le temps, etc. Moi, je ne connais pas d'alternative viable à la chaîne critique pour réussir ces projets. C'est pour ça d'ailleurs que je propose que souvent aux gens qui sont intéressés par la théorie des contraintes de commencer par la chaîne critique. Il y a pas le choix. De toute façon, soit vous ratez vos projets, soit vous utilisez la chaîne critique. Quand je dis rater vos projets, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient équipementiers automobiles, etc. Les gens qui croient qu'ils réussissent leur projet parce qu'ils sont obligés de terminer à l'heure, je suis pas d'accord.
parce que est-ce que vous avez été complet en qualité? Est-ce que vous avez connu des surcoûts? Est-ce que les fonctionnalités prévues sont toutes au rendez-vous? Probablement pas. Ceux qui sont contraints à terminer à telle ou telle date, bah, ils terminent à telle ou telle date, ils n'ont pas le choix. Mais dans quelles conditions? Quel était l'état du produit développé ou je ne sais pas. Donc, les projets dans le monde ont des très très mauvaises performances, hein, que ce soit un nouveau bâtiment, un nouvel avion ou je ne sais quoi. Et la seule chose qui marche vraiment, c'est la chaîne technique. Il n'y a pas d'équivalent en ligne qui permette d'arriver à ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de conflit entre les différentes sectes. Euh, avec une exception importante, et d'ailleurs qui reflète dans ce qu'on fait, peut-être pas beaucoup dans les cas d'aujourd'hui, c'est que l'agile est quelque chose de tout à fait intéressant pour certains environnements. Par exemple, nous on utilise quand on est dans des portefeuilles de développement produit, on peut souvent y avoir des proof of concepts tout à fait en amont. Et là, franchement, c'est plutôt une des démarches type agile qui sont la bonne approche à prendre pour des choses où il y a beaucoup de créativité, d'inconnu dans ce qu'on a à faire. L'agile en toute sa pertinence. Mais par ailleurs, plus généralement sur les projets, moi je suis convaincu et je pense que je reste ouvert à d'autres solutions, que la chaîne critique c'est la meilleure solution. Il n'y a pas tellement de solution numéro 2. L'autre chose qui est absolument fascinante pour moi, c'est que il n'y a pas de résistance au changement pour une raison très simple, c'est que tout le monde y gagne. Les patrons, parce qu'ils voient 50% de productivité, des projets qui vont 2 fois plus vite, qui terminent tous à l'heure, où ils ont un truc sous la forme d'une carte postale qui dit quel est l'état du portefeuille de 40 différents projets stratégiques, etc. C'est un rêve de patron. Le middle management, parce qu'il sent qu'il peut contrôler ses projets, il sait où il en est, il sait comment faire des arbitrages, il a réussi à se débarrasser du brouhaha de mauvaises décisions, et il se concentre sur des sujets nobles, un vrai risque est apparu, risque technologique, partenaire stratégique qui n'a pas été à la hauteur, et ainsi de suite. Donc ils ont l'impression de prendre le contrôle, la qualité de leur vie s'améliore. Et puis les personnes qui exécutent, c'est pareil, parce qu'au lieu d'être dans la cacophonie du multitâche où tous les 5 minutes, il y a un nouveau chef qui passe dans le bureau en lui demandant de changer de tâche, en le disputant parce qu'il est en retard, etc. Là, ils savent sur quoi ils doivent travailler. On les protège pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions de monotâche, ou en tout cas de multitâche sain. Et leur qualité de vie s'améliore énormément. C'est pas un des cas d'aujourd'hui, mais dans un des 8 cas précédents, les personnes disaient le travail est devenu presque ennuyeux parce qu'il n'y a plus le stress de l'incendie, et ainsi de suite. Voilà. Comme évoqué dans le cadre de la mine d'or, mais on en fait beaucoup comme ça, la chaîne technique on l'utilise assez souvent pour essayer de séduire une grande organisation de la pertinence de la théorie des contraintes, parce que ça donne des résultats comme ceux que vous voyez, tout le monde adore, c'est un peu viral, une fois que après le pilote, souvent, avant même la fin du pilote chaîne critique, les gens viennent taper à la porte en disant tiens j'ai vu ça, moi je veux utiliser la chaîne critique sur mon projet. C'est vraiment très étonnant. Et tout ceci, à mon avis, se passe d'autant mieux si vous pratiquez ce que nous appelons le Open Critical Chain, Open chaîne critique, c'est-à-dire que la chaîne critique, c'est une chose, mais s'il vous plaît, ne faites pas que ça. La chaîne critique, si votre produit est mauvais, vous allez juste avoir le mauvais produit développer plus vite et à l'heure. Donc le lean engineering pour faire développer des produits qui sont fabricables, l'agile quand c'est nécessaire, tous les éléments du PMI, Project Management Book, Body of Knowledge, sur comment on gère les risques, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que la chaîne critique est la réponse. Quelle est votre question, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que pour moi, ça devrait être un ingrédient évident de tout management de projet, complété par d'autres choses selon votre contexte. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. Merci. Au revoir.